Au cœur de l'Afrique occidentale, caché dans les dunes brûlantes du plus grand désert, il y a un royaume oublié où vivent des tribus anciennes qui disent venir d'une étoile, dont elles connaissaient les détails des siècles avant que la science moderne ne la découvre. Ces gens vivent sur des falaises escarpées, creusant leurs maisons dans la roche, cachés sous des masques qui semblent leur donner des pouvoirs, et s'isolant pendant des semaines dès l'enfance pour devenir adultes. Dans cette nouvelle vidéo de Monde sans censure, on va découvrir plus en détail le Mali, une terre avec des fleuves qui disparaissent et les plus grands bâtiments en terre de la planète, un pays lointain et peu connu, où les jumeaux et les serpents sont vénérés comme des dieux. Une nation mystérieuse qui garde des traditions aussi provocantes que le Gerwol, un festival ancestral que certains décrivent comme un Tinder tribal, où des centaines d'hommes se maquillent et se battent pendant des jours pour être choisis, parfois même comme amants, par les femmes qui les regardent, peu importe qu'elles soient déjà mariées. Un pays avec l'une des populations les plus jeunes de la planète, où la moyenne dépasse 6 enfants par femme, en partie parce que la polygamie y est légale et largement pratiquée, au point que certains hommes ont des dizaines d'épouses à la fois, et qu'il existe des traditions telles que l'échange d'épouses ou des communautés où les femmes choisissent secrètement leur futur mari. Regarde bien cette vidéo car on te promet que voyager au Mali et découvrir les curiosités de l'un des endroits les moins chers de la planète te surprendra. C'est parti! Dans un coin reculé de l'Afrique occidentale, caché entre les dunes du Sahara, le plus grand désert chaud de la planète, se trouve le Mali, un pays à l'histoire millénaire, aux paysages extrêmes et aux traditions qui semblent suspendues dans le temps ou tirées d'une autre réalité. Avec une superficie de plus d'1,2 million km², soit presque le double de l'Espagne ou un peu plus que la France, le Mali combine de vastes déserts, des rivières qui disparaissent dans le sable et des vallées où la vie est presque impossible. Le Sahara malien n'est pas seulement le plus grand du monde, mais aussi l'un des plus hostiles. Ces dunes s'étendent sur des milliers de kilomètres et la chaleur peut être si intense que les voyageurs se désorientent en quelques heures. Cependant, ce désert extrême n'a pas empêché les hommes de trouver des moyens de survivre et de commercer. Aujourd'hui encore, les caravanes de sel traversent ces sables comme elles le faisaient il y a des siècles. Transportées principalement à dos de chameau, ces caravanes empruntent d'anciennes routes qui relient les oasis aux villages du sud et du delta intérieur du Niger. Certains de ces voyages peuvent durer des semaines. Et les cargaisons de sel, essentielles à l'alimentation et à la conservation des aliments, deviennent de véritables trésors dans les villages les plus reculés. Une curiosité frappante à propos de ces caravanes est que certaines d'entre elles continuent d'utiliser des techniques ancestrales. Les nomades calculent leur itinéraire en se guidant uniquement par les étoiles et par des marques discrètes dans les dunes, sans carte moderne ni GPS. De plus, chaque caravane a ses propres rituels pour demander la protection des esprits du désert avant de partir, une tradition qui s'est maintenue malgré la modernisation dans d'autres parties du pays. Le sel, en plus de sa valeur économique, a une signification symbolique. Il représente la résistance et le lien entre les différentes communautés du Sahara et du Sahel. Au Mali, le sel n'est pas seulement un condiment, c'est un pilier de la vie et de la survie. Il permet de conserver des aliments de base comme le poisson, la viande ou les céréales, ce qui permet aux familles et aux villages du désert de stocker des provisions pendant des mois, dans un environnement où la chaleur extrême et la pénurie d'eau compliquent la vie quotidienne et où les aliments se gâteraient complètement en quelques heures s'ils n'étaient pas protégés par le sel. En plus, le sel a été pendant des siècles, aussi pour cette raison, une monnaie d'échange, utilisée dans le troc pour acheter du bétail, des tissus ou des outils, devenant un symbole de richesse et de prestige. Probablement plus important dans cette région pendant des siècles que l'or ou les pierres précieuses. Si vous êtes surpris par la valeur incroyable accordée au sel dans ce pays fascinant, n'oubliez pas de nous laisser un petit « j'aime ». Ça ne vous coûte rien. Et c'est le meilleur moyen d'aider Monde sans censure à continuer son travail chaque semaine et à vous aider à découvrir le monde comme nulle part ailleurs. Merci. Pour les communautés du Sahara,
Chaque bloc de sel transporté par les caravanes est bien plus qu'une ressource économique, c'est un petit bijou qui relie les oasis, les rivières et les villages dispersés dans ce vaste désert qui semble infini, et les aide à survivre dans l'un des territoires les plus extrêmes de la planète. En effet, la chaleur du Sahara est tellement extrême que même les fleuves les plus importants du Mali semblent disparaître à cause d'elle. C'est pourquoi ici le fleuve Niger, qui serpente depuis la Guinée vers l'intérieur du pays, connaît un phénomène surprenant. Ses eaux s'infiltrent dans le sable et disparaissent partiellement dans certaines parties du désert, un phénomène qui se produit surtout pendant la saison sèche, quand le débit diminue, et que l'eau s'infiltre dans le lit sablonneux, donnant l'impression que le fleuve s'évapore ou disparaît, comme s'il était englouti par le sable. Cet effet ne veut pas dire que la rivière a complètement disparu, mais que ses eaux continuent de couler sous la surface et réapparaissent des kilomètres plus loin, formant parfois des lagunes temporaires ou des oasis qui nourrissent la vie des plantes, des animaux et des communautés humaines. Pour les nomades et les bergers du désert, savoir où ces eaux souterraines réapparaissent est vital pour survivre. Grâce à des siècles d'expérience, beaucoup d'entre eux savent où creuser des puits et comment anticiper les mouvements des cours d'eau, ce qui rend les connaissances locales aussi précieuses que le sel qu'ils transportent. Dans cet environnement extrême, la nécessité de survivre a conduit des peuples comme les Dogons à observer le ciel pendant des siècles, déchiffrant la position des étoiles pour s'orienter, planifier leurs itinéraires et assurer leur subsistance. À tel point que, d'après leurs récits et leurs archives orales, ils connaissaient déjà des détails sur une étoile que la science ne découvrirait que bien plus tard. Selon leurs croyances, les êtres humains sont les descendants de Dieu venus de cette étoile, un lien qui explique en grande partie ses connaissances et qui a surpris les scientifiques. Une réalité, celle de cette mystérieuse tribu, l'une des plus énigmatiques au monde, que nous découvrirons bientôt plus en détail. Le Mali est bordé par le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, la Mauritanie, l'Algérie et la Côte d'Ivoire, dans une région appelée le Sahel. Ce nom vient de l'arabe Sahil, qui veut dire rivage ou bord, parce que cette bande géographique se trouve juste à la limite entre le désert du Sahara au nord et les savanes africaines au sud. Le Sahel a toujours été un territoire de transition, où le climat, les écosystèmes et les cultures changent rapidement, ce qui en fait un carrefour d'empires, de routes commerciales et de civilisations millénaires. Malgré son vaste territoire, la population du Mali est principalement concentrée autour du fleuve Niger, l'un des plus grands d'Afrique, qui serpente depuis la Guinée vers l'intérieur du pays et forme un delta intérieur vital pour l'agriculture et la vie de millions de personnes. La densité de population est faible, non pas à cause d'un manque de naissances, mais à cause de la dureté de l'environnement, qui oblige à s'adapter tout le temps. En fait, le Mali est l'un des pays où il y a le plus d'enfants par femme au monde, avec une moyenne de presque 7 enfants, et aussi l'un des plus jeunes de la planète, avec une moyenne d'âge de la population d'environ 17 ans. Cette fertilité extrême a ses raisons. Dans un pays où la mortalité infantile et la pénurie de ressources sont élevées, avoir beaucoup d'enfants est considéré comme une garantie de survie familiale. En plus, la polygamie reste une pratique courante et socialement acceptée, surtout dans les zones rurales, où un homme peut avoir plusieurs épouses et une nombreuse descendance. Mais d'où vient cette coutume? Au Mali, la polygamie n'est pas seulement un héritage de la tradition islamique, mais aussi une stratégie ancestrale pour renforcer les liens communautaires et augmenter la main-d'œuvre familiale. Dans beaucoup de régions du pays, plus un homme a d'enfants, plus son prestige social et son influence au sein du clan sont importants. C'est pourquoi le mariage précoce et la pression pour fonder des familles nombreuses sont non seulement bien vus, mais aussi considérés comme un signe évident de réussite. Pour avoir plus d'épouses, beaucoup de mecs participent à des pratiques traditionnelles de dot, où le nombre et la qualité du bétail ou des biens offerts à la famille de la mariée peuvent faire la différence entre être accepté ou rejeté. Dans certaines régions, les jeunes parcourent des centaines de kilomètres à travers le désert du Sahara et du Sahel, affrontant des tempêtes de sable, une chaleur extrême et la menace constante de manquer d'eau, juste pour atteindre les plus grands marchés aux bestiaux
et conclure ses alliances matrimoniales. Ces voyages, bien que dangereux, font partie de la tradition et montrent la détermination des familles à assurer leur continuité et leur survie dans un environnement aussi difficile. Cette jeunesse explosive et cette forte fertilité sont aussi liées au fait que, même si la plupart des gens sont musulmans, les besoins de survie dans un environnement extrême, avec des pratiques millénaires comme la polygamie et l'importance de la famille élargie, aident à maintenir cette réalité, qu'on va bientôt voir en détail. Pendant la période coloniale, le Mali faisait partie du Soudan français, intégré au vaste empire colonial français en Afrique de l'Ouest. Cette période a profondément marqué l'organisation administrative du pays et a consolidé le français comme langue officielle, même si dans la vie quotidienne, ce sont les langues traditionnelles comme le Bambara, le Fulani ou le Songhai qui prédominent, reflétant la richesse ethnique et culturelle du territoire. Avant la colonisation, le Mali était déjà au cœur de grands empires africains, comme l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali et l'Empire Songhai, qui ont dominé pendant des siècles le commerce, l'éducation et la culture dans l'ouest du continent. La religion majoritaire est l'islam, pratiqué par plus de 90% de la population, un héritage qui remonte aux commerçants et aux érudits qui sont arrivés dans la région entre le XIe et XVIe siècle, diffusant la foi le long des routes commerciales du Sahel et du fleuve Niger. Cet islam coexiste avec d'anciennes traditions locales et des croyances ancestrales, créant une fusion culturelle unique qui continue d'influencer la vie sociale, les rituels et les festivités des communautés maliennes jusqu'à aujourd'hui. Dans ces contrées extrêmes, des cultures uniques se sont épanouies pendant des siècles. Des peuples Dogon, gardiens d'une cosmologie ancestrale, aux Bororo, qui célèbrent des rituels comme le Djerewol, où l'amour, la beauté et la tradition s'entremêlent au milieu du désert. Il peut sembler étrange que dans un pays majoritairement musulman comme le Mali, il existe des pratiques qui semblent aller bien au-delà de ce que l'on attend généralement de l'islam. Par exemple, même si le Coran autorise jusqu'à 4 épouses dans certaines communautés maliennes, les hommes puissants, les chefs locaux et les chamans peuvent avoir des dizaines d'épouses, comme une extension de leur statut social et de leur capacité à entretenir des familles nombreuses, qui assurent la survie et la cohésion du clan. Ces relations polygames ne sont pas seulement une question de désir personnel, mais aussi une stratégie qui renforce les liens communautaires et garantit une main-d'œuvre suffisante pour faire face aux défis de l'environnement. Une autre réalité qui peut sembler surprenante est l'échange d'épouses entre familles ou clans. Même si ce n'est pas une pratique courante, dans certains villages du Mali, ça s'organise comme un accord formel de mariage et de cohabitation pour renforcer les alliances, les liens familiaux et la coopération entre clans. Ces unions sont réelles, avec une cohabitation effective et des obligations mutuelles, et peuvent inclure des arrangements de polygamie ou de partage des épouses au sein du clan, selon la réputation et la position sociale de chaque famille. Il ne s'agit pas d'un échange temporaire ni d'un prêt passager de femmes. Chaque relation est durable et reconnue au sein de la communauté, fonctionnant comme un mécanisme de cohésion sociale, de soutien mutuel et de survie, dans un environnement où la collaboration entre les familles est vitale pour faire face aux défis du désert et à la rareté des ressources. De plus, dans certaines tribus, certaines femmes ont la possibilité de choisir secrètement des amants, sans que cela soit nécessairement contraire à la structure patriarcale ou aux lois locales. Ce choix peut se faire lors de rituels spécifiques ou de festivals traditionnels, où la discrétion permet aux femmes d'exercer leur autonomie sur leurs relations affectives. On trouve un exemple fascinant de ce phénomène chez les Bororo, un groupe nomade du Sahel, lors de l'un des festivals les plus colorés et controversés de la planète, le Djerewol. Lors de cet événement, les hommes se maquillent, s'habillent de tuniques et de bijoux, et rivalisent entre eux par des chants et des danses, tandis que les femmes observent, évaluent et choisissent leur partenaire, décidant même librement qui peut devenir leur amant ou leur compagnon, défiant ainsi largement les normes habituelles de genre dans la région. Les Bororo sont des bergers nomades qui parcourent le Sahel avec leurs troupeaux de vaches et bus, suivant les rythmes des pluies et les routes des pâturages.
Ils se distinguent par leur élégance, leur fierté et une esthétique profondément enracinée. Pour eux, la beauté est une forme d'identité, et la façon de s'habiller, de se déplacer ou de parler fait partie de l'honneur personnel et de la lignée. Une curiosité, chez les Bororo, se regarder trop dans un miroir ou faire preuve d'arrogance à cause de son apparence physique est mal vu. Mais pas pendant le Jerewol, où la vanité devient un art sacré. Ce rituel annuel de séduction qui rassemble des milliers de personnes au Niger reste plus intime et local au Mali, loin des caméras et du tourisme. Dans des camps isolés, à la fin de la saison des pluies, les Bororo se réunissent pour célébrer leur version du Jerewol, une cérémonie où les hommes se maquillent, se partent et dansent pendant des heures pour attirer l'attention des femmes. Dans un pays majoritairement musulman et conservateur comme le Mali, ce festival est presque subversif. Dans les communautés Bororo, cependant, il fait partie d'une tradition millénaire qui place les femmes au centre du choix amoureux. Ce sont elles qui observent, comparent et décident. Contrairement au reste de la société malienne, où le mariage est souvent marqué par des accords familiaux et des normes religieuses, ici, ce sont les femmes qui choisissent librement leur amant ou leur compagnon, même si elles sont déjà mariées. C'est une coutume que beaucoup trouvent controversée, mais chez les Bororo, elle est considérée comme une expression naturelle du désir et de la liberté féminine. Un rappel des temps anciens où les règles de l'amour n'étaient pas dictées par la religion, mais par la nature et l'esprit du clan. Pendant le Jerewol, les hommes deviennent les protagonistes d'un spectacle de beauté et d'endurance. Ils passent des heures à se maquiller avec des pigments naturels d'argile rouge, d'ocre ou de charbon, soulignant leurs yeux et leurs lèvres pour mettre en valeur ce que leur culture considère comme des traits de séduction. De grands yeux, un nez fin, des dents blanches et un sourire éclatant. Ils s'habillent de tuniques colorées, de colliers et de perles de coquillage, tandis que leur corps se déplace dans la danse yake, un chant hypnotique qui allie grâce, énergie et sensualité. La danse n'est pas improvisée. Chaque geste, chaque regard, chaque pas a une signification. Les hommes gardent un sourire constant. Montrer ses dents blanches est un symbole de pureté et ouvrent exagérément les yeux pour montrer leur vitalité. Certains boivent même des breuvages traditionnels à base de racines ou d'herbes locales, qui agissent comme des stimulants naturels pour supporter la fatigue de la danse sous le soleil du Sahel. Pendant des heures, voire des jours, les voix résonnent, les tambours battent le rythme et la poussière du désert se mêle au parfum de la sueur et du sable. Puis vient le moment crucial. Les femmes, vêtues de leurs plus beaux tissus, marchent lentement devant les rangées d'hommes. Elles observent, comparent, chuchotent entre elles, jusqu'à ce que l'une d'elles se décide. Elle touche doucement le bras ou la main de l'homme choisi. Et ce geste silencieux marque le début d'une nouvelle histoire. Parfois une romance éphémère, parfois une relation qui dure toute une vie. Le Jerewol au Mali n'est pas seulement un rituel amoureux. C'est aussi un acte de résistance culturelle. Pour les Bororo, maintenir cette tradition vivante est une façon de réaffirmer leur identité nomade et leur indépendance spirituelle face à l'homogénéisation du monde moderne et aux pressions religieuses. Ici, où presque toute la nation est régie par l'orthodoxie de l'islam, un petit groupe de bergers continue de rappeler que la beauté, le désir et la liberté sont aussi sacrés. Les anthropologues et les voyageurs qui ont été témoins de ce rituel parlent d'une expérience presque surréaliste. Un Tinder tribal, où il n'y a ni écran ni algorithme, seulement des regards, de la musique et du courage. Et même si le Jerewol malien n'a pas l'ampleur de celui célébré au Niger, il possède une intensité humaine unique, car il se déroule loin du public, au sein de communautés fermées, où la passion et la tradition sont vécues avec autant de naturel que le soleil et la poussière du Sahel. Tu seras sûrement surpris d'apprendre que le moment le plus marquant de ce documentaire est sur le point d'arriver. Mais avant cela, on profite de l'occasion pour te poser une question. Que dirais-tu de voir des milliers de femmes choisir leur amant en public? Serais-tu capable de te maquiller et de danser pendant des heures pour gagner l'amour de l'une d'entre elles? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce pays? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires.
Tu nous aides beaucoup à continuer à créer du contenu comme celui-ci chaque semaine et à faire grandir cette communauté. En plus, on adore te lire, et tu seras surpris de voir ce que pensent les autres personnes qui regardent la même chose que toi. Merci. Au fond, le Guéréwol reste ce qu'il était il y a des siècles. Une célébration de l'amour comme force vitale, du corps comme langage, et de la femme comme symbole de choix et de pouvoir. Une fenêtre ancestrale sur un monde où, pendant quelques nuits, les règles sont suspendues et la beauté dicte sa propre loi. Mais les Bororo ne sont pas la seule ethnie à conserver des rituels et des traditions extraordinaires. Si l'on observe attentivement la richesse culturelle des tribus du Mali, l'un des peuples les plus fascinants et énigmatiques est sans aucun doute les Dogons, dont les connaissances, les cérémonies et la vision du monde en font l'une des communautés les plus extraordinaires de la planète. Les Dogons sont une tribu millénaire qui possède des connaissances astronomiques étonnantes. Selon leur tradition, les êtres humains descendent des Nommo, des divinités amphibies qui sont descendues de l'étoile Sirius, également connue comme l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne et fait partie d'un système stellaire binaire, c'est-à-dire qu'elle est accompagnée d'une autre étoile appelée Sirius B. Ce qui est étonnant, c'est que les Dogons connaissaient l'existence de cette étoile compagnon bien avant que la science moderne ne puisse la détecter, il y a seulement quelques siècles. Grâce à leur observation attentive du ciel et à leur tradition orale, ils ont développé des connaissances astronomiques avancées, notamment sur la position, le mouvement et l'influence de Sirius et de sa compagne, ce qui n'a été totalement confirmé par l'astronomie moderne que récemment. Ces connaissances ont probablement été essentielles à leur survie, dans l'un des environnements les plus extraordinaires et les plus extrêmes de la Terre, le Sahel et les falaises du Mali, où le climat est extrême, avec des sécheresses prolongées et des températures oscillant entre le froid nocturne et la chaleur torride pendant la journée. La compréhension des cycles stellaires leur a permis de planifier l'agriculture, les cultures et les rituels de récolte, leur assurant ainsi la subsistance dans ces conditions difficiles. Dans leur vie quotidienne, les Dogons vivent dans des villages soigneusement organisés, souvent situés sur des pentes et des falaises qui les protègent des invasions et des conditions climatiques extrêmes. Leurs vêtements sont simples. Les hommes portent généralement des pagnes ou des tissus légers, tandis que les femmes portent des jupes et des tissus adaptés à la chaleur. Souvent, ils ne portent pas de sous-vêtements, suivant ainsi des traditions anciennes qui privilégient le confort et l'adaptation à l'environnement. La vie quotidienne combine l'agriculture, l'élevage et le travail communautaire, avec des rituels et des cérémonies qui maintiennent la cohésion sociale et spirituelle. La cosmovision Dogon se reflète aussi de manière remarquable dans leurs masques, utilisés lors de cérémonies et de danses rituelles. Pour les Dogons, ces masques ne sont pas de simples ornements. Ils croient qu'ils leur confèrent pouvoir et protection spirituelle, les connectant aux esprits ancestraux et aux nomos. Les formes des masques sont super variées et symboliques. Certains représentent des animaux, d'autres des visages humains stylisés, et beaucoup ont des éléments géométriques qui font référence aux étoiles et aux constellations. Fait intéressant, certains modèles ne peuvent être utilisés que par des hommes initiés, et les mouvements et les gestes pendant les danses visent à transmettre la force des ancêtres et du cosmos. Une grande partie du pouvoir et des connaissances des Dogons se développe dès l'enfance et le début de l'adolescence. Dans le cadre de leur rite de passage à l'âge adulte, les jeunes Dogons, généralement âgés d'1 à 15 ans, s'enferment dans des grottes sur des falaises pendant des jours, voire des semaines, dans un isolement complet et un silence absolu. Cette initiation solitaire, appelée Sigi, met non seulement à l'épreuve leur endurance physique et mentale, mais leur permet aussi de se connecter aux esprits, d'apprendre des secrets ancestraux et d'acquérir ce qu'ils considèrent comme des compétences mystiques et une profonde sagesse spirituelle, les préparant ainsi à s'intégrer pleinement dans la vie adulte de la communauté. Pendant cette période, les jeunes se nourrissent uniquement d'herbes, de racines et d'eau rituelles, vivant dans des conditions austères qui renforcent leur discipline, leur concentration et leur connexion avec le sacré. Chaque jour passé dans ces grottes ou ces huttes sacrées
est une étape supplémentaire dans leur préparation, leur apprenant à interpréter les signes de la nature, à écouter les messages du vent et des étoiles, et à comprendre la cosmologie complexe qui guide la vie des Dogons. Dans la vision du monde Dogon, les jumeaux occupent une place extraordinaire et sacrée, différente de ce qui se passe dans d'autres cultures. On pense qu'ils descendent directement des dieux, agissant comme gardiens de la communauté, porteurs de chance, de protection et d'énergie vitale. Ça leur donne un statut spécial dès leur naissance, et explique pourquoi les naissances multiples sont célébrées par des rituels et des cérémonies très spécifiques, considérées comme des manifestations du divin. Dans la vision Dogon, tous les humains ne partagent pas ce lien direct avec les dieux. Les jumeaux sont considérés comme des intermédiaires entre le monde spirituel et la vie quotidienne, ce qui les rend particulièrement vénérés et protégés. Dans certains villages Dogon, les serpents sont vénérés et vivent près des maisons et des champs, surtout dans les rites liés à la fertilité, à la protection des cultures et à l'harmonie avec la terre. Certains de ces serpents sont venimeux, mais les Dogons les traitent avec respect et précaution, croyant que leur présence alerte sur les dangers ou annonce des événements importants pour la communauté. Ils considèrent ces animaux comme des gardiens de secrets ancestraux et des symboles de pouvoir, capables de transmettre des messages entre le monde spirituel et le monde terrestre. Pour ces raisons, la magie, les forces surnaturelles et l'interaction avec l'invisible sont non seulement acceptées, mais font partie intégrante de leur vie quotidienne, leur apprenant dès leur plus jeune âge à respecter et à lire les signes de la nature et du sacré. Le mode de vie des Dogons est super lié à leur environnement, souvent aussi surprenant qu'eux, car leurs maisons et leurs entrepôts sont construits sur des falaises appelées Bandiagara, une région d'escarpement et de plateaux qui offre sécurité, vues panoramiques et protection naturelle contre la chaleur extrême. Les grottes dans les falaises servent d'espaces réfrigérés, de refuge contre la sécheresse et la chaleur, et de lieux stratégiques pour stocker la nourriture et les provisions. Vivre sur ces falaises leur permet aussi de surveiller les environs, se protégeant ainsi des envahisseurs et des animaux sauvages. Ces habitations ne sont pas les seules constructions remarquables du Mali. Le pays est aussi connu pour ses bâtiments en terre, parmi les plus hauts et les plus spectaculaires au monde. La ville de Djenné, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite la Grande Mosquée, considérée comme la plus haute construction en terre de la planète, avec plus de 25 mètres de hauteur. Ce temple n'est pas seulement un centre religieux, mais aussi un exemple de l'ingéniosité architecturale des Maliens, capables d'adapter la terre et l'adobe à des constructions résistantes et belles qui durent des siècles. Outre la Grande Mosquée, d'autres villages du Mali conservent également d'impressionnants bâtiments en terre, tels que des maisons communales, des entrepôts et des tours défensives, qui allient fonctionnalité et esthétique. Ces bâtiments, construits selon des techniques traditionnelles, contribuent à réguler la température intérieure, protègent de la pluie et offrent un espace communautaire central pour la vie sociale et religieuse des villages. Mais s'il y a une ville au Mali que tout voyageur devrait connaître, c'est bien la légendaire Tombouctou, l'un des endroits les plus mystérieux et fascinants de la planète. Connu comme l'endroit où le savoir avait des siècles d'avance sur l'Europe, Tombouctou a été pendant des siècles un centre de commerce, de culture et de savoir en Afrique de l'Ouest. Au Moyen Âge et pendant la période de l'Empire du Mali, la ville a abrité des dizaines d'universités et d'écoles coraniques. Certaines sources mentionnent plus de 12 grands centres d'apprentissage qui attiraient des étudiants de toute l'Afrique et du monde islamique. On y étudiait l'astronomie, les maths, la médecine, le droit et la philosophie, bien avant que beaucoup de ces disciplines ne soient enseignées en Europe. En plus d'être un centre universitaire, Tombouctou était un point commercial super important dans le monde, car on y échangeait de l'or, du sel, des esclaves et des tissus, et ses rues étaient remplies de marchands, de scribes et de voyageurs qui apportaient des livres, des connaissances et des nouvelles de lieux lointains. Ces bibliothèques privées et ces manuscrits islamiques étaient si précieux que beaucoup sont restés cachés ou gardés dans des maisons privées, préservant ainsi des connaissances qui dépassaient en complexité celles de nombreuses villes européennes de l'époque. Les manuscrits de Tombouctou
écrits en arabe et dans des langues locales comme le songhai ou le tamashek, couvrent des sujets religieux, scientifiques et littéraires, y compris des traités de maths, d'astronomie, de poésie et de droit islamique. Fait intéressant, certains de ces textes montrent des observations astronomiques et des calculs mathématiques qui étaient en avance de plusieurs centaines d'années sur ce qu'on enseignait dans l'Europe médiévale, ce qui fait de la ville un vrai trésor de l'humanité. Aujourd'hui, même si Tombouctou a perdu une grande partie de sa gloire d'antan, elle a toujours des mosquées historiques, des maisons en terre et des vestiges de ses bibliothèques, rappelant aux visiteurs son rôle de pont entre l'Afrique, le monde islamique et le savoir universel. Comme vous pouvez le constater, le Mali possède un paysage culturel et architectural unique, où la vie, la religion, l'astronomie et l'adaptation à un environnement extrême s'entremêlent de manière surprenante. C'est probablement pour toutes ces raisons que le pays est connu comme le pays des légendes et des conteurs. Ses traditions millénaires, ses rituels et ses croyances dans le surnaturel créent un environnement où l'extraordinaire et le quotidien coexistent, formant des histoires qui se transmettent de génération en génération. À certaines périodes de l'année, les villages et les villes du Mali se transforment en véritables scènes de narration vivante. Les conteurs, souvent vêtus de tuniques bleues ou de couleurs vives pour être reconnaissables, parcourent les rues, les places et les marchés, racontant des histoires qui mêlent mythes, enseignements moraux et récits de héros ancestraux. Leurs voix résonnent au rythme des tambours et des flûtes, tandis que le rêve doré des dunes voisines semble accompagner chaque récit, et les auditeurs, assis en cercle ou debout, plongent dans un monde où la réalité et la légende semblent se confondre. Ces représentations ne sont pas seulement un divertissement, elles sont aussi un vecteur de mémoire culturelle, un moyen de transmettre des connaissances sur la nature, l'astronomie, l'histoire et les règles sociales dans l'un des pays les plus méconnus, mais aussi les plus fascinants du continent africain et du monde. Un territoire où l'imaginaire et la réalité se rencontrent, où les secrets des ancêtres influencent encore la vie moderne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous souhaitez sûrement découvrir comment vous rendre au Mali et profiter au maximum de ce pays, en explorant par vous-même ses paysages, ses traditions, ses légendes et les histoires que racontent encore les conteurs sur les places et dans les villages. Chez Monde sans censure, nous avons fait des recherches et nous vous résumons maintenant tout ce que vous devez savoir pour vivre cette expérience unique. Pour aller au Mali depuis l'Amérique, il faut généralement prendre un vol avec escale, souvent en Europe ou en Afrique de l'Ouest, tandis que depuis l'Europe, il y a des vols directs depuis Paris, Bruxelles ou Madrid vers la capitale, Bamako. Les visiteurs doivent demander un visa avant de partir, sauf pour certains pays africains qui ont des accords spéciaux. Le Mali est considéré comme l'un des pays les moins chers pour voyager en Afrique, ce qui est une super nouvelle si tu voyages avec un budget serré. La monnaie locale est le franc CFA, qui reste relativement stable par rapport au dollar américain. Un dollar équivaut à environ 650 francs, bien que le taux de change puisse varier légèrement. La langue officielle est le français, mais dans la vie quotidienne, on parle des langues locales telles que le bambara, le fulani ou le songhai. Tu peux voyager au Mali en bus, en taxi collectif et en avion, mais les transports peuvent être limités en dehors des grandes villes. La sécurité est un truc important à prendre en compte, car à cause des tensions politiques, des conflits armés dans le nord et des attaques occasionnelles de groupes armés, il est conseillé de voyager accompagné et de préférence avec des guides locaux expérimentés, en évitant les déplacements de nuit ou les zones frontalières conflictuelles. En ce qui concerne l'hébergement à Bamako, une chambre double dans un hôtel de gamme moyenne coûte environ 20 à 30 dollars par nuit, tandis qu'un dîner pour 2 personnes dans un restaurant local peut coûter entre 10 et 15 dollars, selon l'endroit. Parmi les itinéraires et les excursions les plus intéressants, on peut citer la visite des falaises de Bandiagara pour découvrir les villages d'Ogon, les visites des marchés de Bamako et ses festivals culturels, et l'exploration des anciennes villes de Tombouctou et Djenné, célèbres pour leurs bâtiments en terre et leur histoire millénaire. Chez Monde sans censure, on espère que cette vidéo t'a autant plu qu'à nous et qu'elle t'a aidé à découvrir le Mali,
l'un des pays les plus mystérieux de la planète. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de nous aider à continuer à te proposer chaque semaine des contenus aussi fascinants que celui-ci. Ou comme cette vidéo que tu peux voir maintenant, pour découvrir un autre des endroits les plus fascinants de la planète. Clique dessus. Tu vas adorer.